Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue sur Reflet TV. Si vous nous rejoignez partout dans le monde sur nos différents canaux, vous faites bien de suivre Entre des News. Le député maire de Iré retourne sa verse. Gilbert Francis Kakou claque les portes du RHDP et dépose ses valises au PDCI RDA. Et puis la semaine dernière, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, effectuait sa première tournée dans la région de la Nawa depuis son élection à la tête du principal parti d'opposition. Et pour en débattre, je reçois deux invités. Serge Patrick de Souza, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir honoré notre invitation. Le plaisir est tout partagé. Et un second invité, Lansina Karamoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre du RHDP et ex-président de l'ancien leader, c'est ça? Effectivement. Merci d'avoir honoré notre invitation également. Le plaisir partagé. Alors, le député maire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de la commune de Iré, Gilbert Francis Kakou, a annoncé son ralliement au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, lors d'une déclaration faite lundi 24 juin 2024 au siège du parti à Cocody. Je vous emmène suivre cet élément de la rédaction signé Ismaël Traoré. On revient juste après. Le maire Gilbert Francis Kakou n'est plus militant du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie, le RHDP. Élu sous cette bannière politique, dans une déclaration faite le lundi 24 juin 2024, dans la cour de la maison du parti à Cocody, le maire de la commune de Iré a annoncé son retour au PDCI RDA. Ce revirement du Francis Kakou, bien connu aussi dans le milieu sportif ivoirien en sa qualité du président de Iré Football Club, intervient au lendemain d'un meeting réussi du président du PDCI RDA dans la région de la Nawa. Pour rappel, en décembre 2018, le député maire de la commune de Iré, l'honorable Gilbert Francis Kakou, venait de déposer ses valises au RHDP. L'homme qui s'est fait élire à l'élection municipale du 13 octobre 2023, sous la bannière du RHDP, a décidé de retourner la veste. Pouvait-il en être autrement pour l'ancien agent de joueur converti à la politique? À votre commentaire. Alors, nous avons suivi l'élément tout à l'heure. Revenons, Serge Patrick de Souza, sur les raisons qui ont suscité ce départ du maire de Iré. Alors, les raisons qu'il donne sont simples. C'est qu'il estime qu'il doit revenir à son parti d'origine, tout simplement parce qu'au niveau du RHDP, il ne sent pas réellement l'oufouettisme qu'il recherchait tant dans ce parti-là. Mais c'est important de rappeler que le maire de Iré, qui vient de déposer encore ses valises au PDCI, est un ancien militant du PDCI qui a été débauché par Amédée Kouakou dans la zone où il est parti, il a posé ses valises initialement au RHDP. Et c'est en tant qu'RHDP qu'il a d'ailleurs gagné les élections pour qu'il soit aujourd'hui maire. Et donc, je me dis que c'est tout naturel qu'un enfant qui décide de quitter la maison, décide de revenir encore. Après, effectivement, peut-être qu'on va aller plus en profondeur. Il y a nécessairement un impact qu'il faut pouvoir percevoir à travers ce mercato en griffe politique, parce qu'il faut rappeler que c'est toujours le RHDP qui débauche. Cette fois-ci, nous constatons que c'est vrai que ça a goutte d'eau, mais nous constatons qu'il y a des gens qui décident maintenant de rejoindre le PDCI. Alors, avant de venir à Lansina Karamoko, je vous pose la question, juste une relance. Alors, pourquoi maintenant cette annonce-là, quand on sait qu'on est quand même à 16 mois de la présidentielle? Oui, mais est-ce que le timing est bon? Je ne sais pas, mais il faut le dire que l'ancien candidat, en fait, le candidat indépendant, l'ancien candidat indépendant de Divo, a estimé que c'est monsieur Serge Kwaku Serge qui a estimé que c'est un mauvais management de Amédée Kouakou, parce qu'il faut le rappeler, c'est lui quand même qui a toute l'influence dans la zone là-bas en tant que cadre du RHDP. Et c'est lui qui a recruté le maire de Iré. Et donc, il estime que c'est un mauvais management dû au fait que M. Amédée Kouakou n'arrive pas réellement à maîtriser ses hommes. Alors, nous allons y revenir sur les relations entre Amédée Kouakou et le député maire de Iré. Monsieur Lansina Karamoko, votre réaction sur les raisons données par le député maire de Iré? Hier, nous avons tous suivi l'annonce sur les réseaux sociaux et dans la presse ivoirienne. Moi, ça me fait sourire un peu, parce que, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, par le passé, on venait en masse vers le RHDP.
Et on qualifiait ça des personnes qui viennent au restaurant. Je ne savais pas aussi que quelqu'un pouvait quitter le restaurant pour aller dans la disette ou alors aller dans la famine. Ça, je dis ça juste pour sourire un peu. Mais dans le fond, c'est un non-événement. C'est un non-événement parce que je crois qu'il a fait 2 mandats sous la bannière du RHDP. Maintenant, il choisit de repartir dans son parti d'origine. C'est un choix. Mais j'estime peut-être que désormais, il y a un nouveau restaurateur qui est en place. Peut-être que celui-là lui offre beaucoup plus de menus qu'il ne l'a connu quand il était au RHDP. Alors, en tant que cadre du RHDP, comment vous vous sentez lorsqu'un militant, un grand cadre du parti, quitte le parti? Oui, vous avez la vie est faite des choix. Hein. Mais en tant que responsable au RHDP, quand un militant part, ça fait toujours mal. C'est tout à fait normal parce que quand vous avez constitué une équipe, vous avez bâti une stratégie dans les différentes régions. Lorsque vous ciblez des cadres sur lesquels vous voulez vous appuyer pour aller à des élections présidentielles dans 15 mois et qu'un cadre s'en va, ça fait toujours mal. Mais en même temps, nous ne sommes pas inquiétés parce que... C'est une grosse perte quand même. C'est une perte, je n'en disconviens pas. Mais je le dis, il a été élu 2 fois sous la bannière du RHDP. Donc on peut dire, quand il quittait le PDCI pour arriver, il n'était pas maire. Mais avec le RHDP, il est devenu député maire. C'est lui qui prend des risques. Mais il y a toujours des gens qui sont en attente, qui vont sauter sur l'occasion pour, n'est-ce pas, et peut-être on va tester tout ça aux prochaines élections locales. Alors Serge Patrick de Souza, en décembre 2018, le député maire de la commune de Iré, l'honorable Gilbert Francis Kakou, a décidé de changer de camp politique en quittant le PDCI-RDA pour le RHDP. Et en juin 2024, il décide de quitter le RHDP pour rejoindre son ancien parti, le PDCI-RDA. Qu'est-ce qui explique cette inconstance politique ? Est-ce que c'est une inconstance politique? Vous savez, la politique, c'est la saine appréciation du moment et savoir tirer profit. Moi, je ne dirais pas que c'est une inconstance politique parce que tout naturellement, que ce soit le RHDP, le PDCI, tout le monde se veut être oufetiste. Maintenant, après, chacun essaie de choisir le réel camp de l'oufetisme. Après, effectivement... pour ceux qui se sentent trahis, je vais dire en griffe le RHDP, on pourrait dire que c'est une inconstance, mais pour le PDCI, ce n'est pas le cas. Ce que moi je veux surtout souligner, c'est que c'est une grosse pète. Et c'est vraiment une grosse pète, tout simplement parce qu'un leader, même s'il est sous la bannière d'un parti politique, qui est réélu à 2 reprises, ça veut dire qu'il a un ancrage qui est là-bas. J'ai des chiffres ici qu'on va essayer de comparer. Vous voyez les dernières élections municipales. Il gagne avec 57% de voix, soit 4 669 voix. Et en deuxième position, c'est le PPACI qui vient avec 33% de voix et le PDCI avec 9% de voix. Mais ça veut dire que les 57% de voix là, même s'il y a 50%, 60% qui viennent du RHDP, mais il y a 40% qui peuvent se reconnaître en lui en tant que leader. Et c'est vraiment très important et déterminant, surtout pour l'élection présidentielle à venir. C'est vraiment gênant. C'est gênant parce qu'il faut trouver un leader qui puisse incarner, d'autant plus qu'il est leader et en tant que maire, il a les leviers pour créer l'espace d'expression du PDCI, pour faciliter le lobbying du PDCI au niveau de IRE. Et donc vous dites gênant, c'est gênant pour qui? Le RHDP? C'est gênant pour le RHDP, surtout pour Amédée Kouakou, qui prépare un grand événement, notamment le meeting d'hommage au président de la République. Et dans cette même période, on a le meeting du PDCI qui passe. Je pense qu'on va aborder le deuxième sujet. Mais en même temps, un haut cadre du RHDP qui quitte. Mais je pense que c'est énormément gênant. Et à ce niveau, il faut pouvoir s'interroger sur le projet du RHDP. Est-ce qu'il est aussi séduisant comme au départ? Et même s'il est séduisant, comment est-ce que les relais, les cadres locaux arrive à transmettre le message du chef de l'État, de sorte à ce qu'aujourd'hui, on se dise que si, en griffe, on va au restaurant, on puisse fuir le restaurant vers d'autres parties. Est-ce que les repas du restaurant sont toujours bien à consommer? Alors peut-être du restaurant vers le grain, on ne sait jamais. Alors, M. Lassina Karamoko, on se demande enfin, parce que vous étiez autrefois dans l'ancien leader, et aujourd'hui vous êtes au sein du RHDP, est-ce qu'aujourd'hui les personnalités qui adhèrent au RHDP sont crédibles et sincères? Ils sont crédibles et sincères. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est une question de choix et une question de conviction. Le RHDP, quand on y arrivait,
on nous disait qu'on venait au restaurant. Mais il y a une conviction, n'est-ce pas, qui soutient toujours, n'est-ce pas, nos décisions. Le RHDP propose ce qu'aucun parti politique n'a proposé en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ça a à voir aussi. Oui, ça a à voir aussi, tout comme ce que vous disiez tout à l'heure. Mais la réalité est là, ça saute à l'œil. Moi, j'ai traversé 2 fois Iré. D'abord en 1998, j'ai traversé Iré. Et j'ai traversé Iré ensuite en 2009. Mais aujourd'hui, il faut traverser Iré. Ce n'est pas le même Iré. Il y a eu donc évolution de la ville, il y a eu évolution de l'environnement qui a Iré. J'ai des enfants qui y travaillent là-bas dans des mines d'or là-bas et qui, n'est-ce pas, ma foi, ne sont pas du tout dépaysés quand bien même ils sont partis d'Abidjan. Donc Iré est allé de l'avant. Donc le maire le maire RHDP, qui est aujourd'hui PDCI, ne peut pas me dire le contraire. Le RHDP a toujours attiré par son oufouettisme, parce que le vrai oufouettisme, on va en parler tout à l'heure, c'est au RHDP que ça se trouve. Ça ne se trouve pas au PDCI. Et je vais vous étayer, n'est-ce pas, des éléments qui vont vous convaincre que le oufouettisme se trouve au RHDP et non au PDCI. On ne peut pas prendre ça comme argument. Quand on te dit cadre, et qu'on arrive quelque part, c'est qu'on a pris la décision, on a mûri la décision avant d'y arriver. Et puis repartir comme ça, pour moi, c'est un peu malsain, quoi. Alors, parlant des allers-retours, on est élu sous l'étiquette d'un parti aux élections locales. Des mois après, on décide de quitter ce parti. C'est une sorte de trahison vis-à-vis du pacte qui est signé avec les électeurs. Tout naturellement, ça peut être perçu comme une sorte de trahison, tout simplement parce qu'on dirait que les 57% des électeurs ont voté le candidat du RHDP. Oui, tout à fait. Donc ça peut être perçu comme une sorte de trahison. Après, c'est en 2018, il y a au moins 4 ans qui se sont écoulés, 6 ans pardon, qui se sont écoulés. Est-ce qu'entre 2018 à 2024, il y a eu des choses qui ont changé de sorte à ce que les 57% ont aussi une autre appréhension de la situation? On va pouvoir voir cela pendant sa démonstration et mobilisation quand il s'agira bien sûr d'implanter ou bien d'installer le PDCI dans la zone. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la Côte d'Ivoire a existé depuis, enfin la Côte d'Ivoire démocratique, la nouvelle Côte d'Ivoire, depuis 1960. Et la commune du Plateau existe avant le RHDP. L'autoroute du Nord que nous voyons là était déjà tracée avant le RHDP. Le RHDP n'a pas fait ce qu'aucun parti n'a réalisé. Le RHDP s'est mis dans une perspective de continuité. Alors oui, le RHDP a réalisé de grands chantiers. Oui, le RHDP a réalisé de grandes œuvres. Mais pas plus que ceux qui étaient là au début quand il s'agissait de construire la Côte d'Ivoire. Et se réclamant oufouettiste et dit qu'on a fait plus qu'aucun parti, c'est venir dénigrer ou renier les réalisations du père fondateur de la Côte d'Ivoire qui est l'oufouettisme. À ce niveau, et moi je pense que c'est vraiment ce qui pose problème. Ce type de discours-là qui a tendance à créer une confusion entre l'oufouettisme et l'alassanisme. Je pense qu'il faut que, au niveau des débats politiques, surtout au niveau du RHDP, il faut qu'on arrive à véritablement mieux se positionner. On est oufouettiste ou nous sommes alassanistes. Ça ne gêne pas, puisque Alassane, le président de la République, se réclame être un disciple d'Houphouët-Boigny. Mais les disciples, à un moment donné, comme on a vu dans l'Antiquité grecque, Platon, qui est un des fils de Socrate, après a été un des maîtres d'Aristote. Aristote est devenu maître de certains penseurs. Donc si aujourd'hui le RHDP, dans cette version-là, estime qu'ils ont réalisé plus qu'aucun parti n'a réalisé, c'est qu'on n'est plus dans l'oufouettisme. On est surtout dans l'alassanisme qui a réalisé des grands progrès. Et ça vient justifier ici la force du candidat, du maire de Iré, à rechercher l'oufouettisme. Parce qu'effectivement, c'est ça le problème. Donc moi, je pense que sur ces questions de sémantique, il faudrait qu'on essaie de l'adapter à l'analyse, à l'approche politique que nous faisons, à la lecture politique que nous faisons. Alors, Lassine Nakaramoko, oui. Est-ce que cela met en mal les autres cadres issus des autres partis qui se retrouvent au sein du RHDP avec ces départs? Ça nous fait sourire, comme je l'ai dit en début d'entretien, ça ne met aucunement en mal, n'est-ce pas, la vision et même l'existence du cadre au sein du RHDP. Nous continuons notre route. Un des moyens, il a dit lui-même, voilà quelqu'un qui s'est fait élire avec 57% des voix, mais il est convaincu que ce sont des voix du PDCI, parce que le PDCI aussi était dans la course.
C'est ça qu'il faut, parce que c'est les éléments qui viennent nous donner une sorte d'appréciation des réalités et de l'implantation des partis dans les différentes régions. Le PDCI était en course et le RHDP était en course, qui est venu en tête avec 57%. Et le PDCI est venu en 3e position. Mais il faut se convaincre que les électeurs qui ont voté le maire de Iré, qui retourne au PDCI aujourd'hui, ce sont les militants du RHDP. Mais en tant que cadre du RHDP, est-ce que vous êtes surpris de ce départ? Bon, on n'a pas vu venir, peut-être puisque nous ne sommes pas de la région. Peut-être que le ministre Amédée peut nous dire quelque chose là-dessus, mais il ne doit pas avoir de surprises. Lorsqu'on approche, n'est-ce pas, de nouvelles échéances politiques, comme il a si bien dit, c'est la période du mercato. Mais n'oublions pas également qu'au RHDP, il y a des grosses têtes qui sont parties du PDCI et non des moindres pour arriver au RHDP. Est-ce que c'est pour autant que le PDCI est mort? Parce que je peux citer tout de suite les noms de toutes ces grosses têtes-là qui sont aujourd'hui des présidents d'institutions, des ministres d'État, etc., militants du RHDP. Est-ce que c'est pour autant que le PDCI est mort? Si quelqu'un est parti parce qu'il est maire d'Iré, il pense qu'il doit partir et qu'il recherche d'autres sensations, mais il peut partir, ça ne va pas mettre en mal l'existence du RHDP à Iré. Serge Patrick de Souza, c'est la première d'urgence sous Tidiane Thiam. Faut-il s'attendre à d'autres départs d'ici à 2025? Oui, mais parce que Tidiane Thiam a annoncé qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui ont décidé d'adhérer massivement au PDCI. Je pense qu'effectivement, ça pose le problème de la séduction, de l'approche de séduction de Tidiane Thiam et surtout de la question de la nouvelle génération. Est-ce que c'est cette nouvelle génération qui est en train de prendre toute sa place? Parce qu'effectivement, observer cette vague d'adhésion massive, mais ça a été suscité surtout par l'arrivée de Tidiane Thiam, par toute l'historicité de sa carrière professionnelle. Quelle est cette vague? C'est un élément qui s'en va, ça devient une vague? Non, moi je ne parle pas de lui individuellement. Je suis en train de parler de tous ces Ivoiriens. Combien d'Ivoiriens qui sont déclarés militants du RHDP? Non, je n'ai pas dit des militants du RHDP particulièrement. Non, combien? On n'a pas pour habitude de voir des militants du RHDP immigrer au PDCI. On a l'habitude de voir des militants de l'opposition immigrer au RHDP. Aujourd'hui, il y a un leader, un cadre du RHDP qui immigre au PDCI, mais il y a matière à s'interroger, d'autant plus que, ce n'est pas moi qui l'ai dit, Tidiane Thiam lui-même l'a annoncé pendant son meeting, qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui adhèrent massivement au PDCI, mais tout comme le pouvoir donne des chiffres, mais eux aussi donnent des chiffres, il faut qu'on prenne ces chiffres-là. Après, effectivement, si on va justifier cela par le fait qu'il y a un cadre du RHDP qui adhère, ça peut être un élément qui peut conforter l'opinion sur cet aspect. Il appartient maintenant au RHDP. Et c'est ce que je dis, de toujours maintenir cette politique de séduction qui a été menée depuis le départ. C'est très important parce que, au final, si nous voulons nous mettre dans une sorte de discours antagonisme, Tidiane Thiam, son passé, son histoire, ça ne peut pas séduire. Et la génération que nous sommes en train de construire aujourd'hui, la génération que nous voyons aujourd'hui, n'est pas cette génération-là qui a vécu les réalités de 90, qui a vécu les réalités de 95. C'est une génération peut-être qui aspire à une nouvelle offre et certainement que Thiam incarne cette nouvelle offre-là. Je pense qu'il appartient au RHDP de sortir de son confort et d'aller véritablement au charbon pour séduire davantage. Un parti politique ne doit jamais s'arrêter de recruter. Ça, c'est le principe de base. Merci pour le conseil, mais ce qui est sûr, nous ne sommes pas assis. Nous sommes dans un dynamisme permanent. Nous, on ne vous a jamais dit que nous étions satisfaits. Il y avait une sorte de satisfaction de ce que nous avons déjà comme acquis. Non, nous capitalisons, nous progressons. Et ça se voit tous les jours. Mais l'exception ne fait pas la règle, à ce que je sache. Ce n'est pas parce que le maire de Iré est réparti au PDCI que, du coup, tout le château RHDP va tomber en ruine. Non, il est parti. Tout comme, au même moment, il y a des militants du PDCI qui continuent d'arriver en vague au RHDP. Et ça, on va le voir. De toutes les façons, on a eu les élections présidentielles en 2020, on a eu les élections législatives. Le RHDP a démontré sa force. On a eu les élections municipales et régionales, on a démontré notre force. On a eu les élections sénatoriales, on a démontré notre force. Mais qu'est-ce qu'on doit encore prouver?
c'est plutôt l'opposition qui a quelque chose à prouver. Le premier de la classe doit toujours prouver pour rester premier de la classe. Nous continuons de progresser. Les chiffres militent pour nous. On a le plus grand nombre de députés, on a le plus grand nombre de conseillers régionaux, on a le plus grand nombre de mairies, on a le plus grand nombre de sénateurs. Tout ça, ça s'est passé à travers des élections, n'est-ce pas? Mais alors quand ces chiffres-là, vous les avez devant vous, il faut vous battre, il faut vous dépêcher. Alors, mais que proposez-vous pour lutter contre ce manque de sincérité et cette inconstance politique qui a lieu au sein du RHDP? Au RHDP, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de construction d'une base de données qu'on appelle le e-militant. C'est aujourd'hui vraiment l'un des projets qui tient à cœur au président du parti et au président du directoire. Nous sommes en train donc de recenser tous nos militants pour les mettre dans une base de données. Quand tu te réclames militant du RHDP, tu dois être inscrit au e-militant. Sinon, tu n'es pas militant du RHDP. Tous les cadres du parti sont en train de se soumettre, n'est-ce pas, à cela. Je suis convaincu que le maire de Iré, il n'est pas encore recensé en tant que tel. On peut être recensé et se retirer plus tard. Comment est-ce que vous vous organisez pour lutter contre ces retraits? Ces retraits peuvent être... On ne peut pas arrêter ces gens de retrait. Oui, mais peut-être que l'offre politique n'est plus... Non, on ne peut pas le dire. Je peux venir dans un camp, aller appâter un élément avec des grosses propositions, mais quand il arrive et que je me rends compte par la suite qu'il arrive seul, je crois que je vais réviser ma politique, n'est-ce pas, de débauchage. Quand il va demander certainement à ce maire qui est réparti au PDCI d'organiser une grosse manifestation à Iré pour accueillir son président, c'est en ce moment-là que son président se rendra compte qu'il est parti seul. Alors, avec ses deux oreilles. Serge Patrick de Souza, le maire de Iré, a répondu à l'appel du président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, je rappelle, qui demande aux militants partis de revenir. C'était à Soubré. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que le moment doit amener à réfléchir énormément. Et c'est vraiment très important. Le départ, il est important, il ne faudrait pas banaliser. Après, effectivement, le RHDP, à l'issue des dernières élections locales, a démontré sa force de présence sur l'étendue du territoire qui est pratiquement jeune. Mais il faut rappeler que la Nawa est entre les mains de la région de la Nawa et entre les mains du PDCI, parce que c'est un candidat PDCI qui a remporté. Il faut voir maintenant, comme c'est Tidjane Thiam qui est là, c'est une nouvelle offre politique, c'est un nouveau type de discours, on va analyser dans la deuxième partie. Peut-être que ça va apporter quelque chose pour rendre plus intéressant le jeu politique en Côte d'Ivoire, mais je pense qu'effectivement, il a dû entendre l'appel et il est venu. Est-ce qu'il est venu seul? Est-ce qu'il vient avec ses militants? On va observer parce que jusqu'à présent, dans sa localité, il n'y a pas encore eu de militants, il n'y a pas encore eu de déclarations qui ont été faites par les militants de là-bas. Il faut patienter. Est-ce qu'ils le soutiennent ou pas? Donc on observe pour voir, mais comme je l'ai dit, c'est aussi important de réfléchir sur cette question pour voir si vraiment il y a eu l'impact. Après, il faut féliciter le RHDP avec la numérisation de la base de données. Je pense qu'en le faisant, ça va permettre de maîtriser les bases de données, ça va permettre de maîtriser le nombre de militants. Tous les partis devraient progresser comme ça. Je pense qu'il y a le PPACO, le PDCI qui réfléchissent sur ces questions-là. Mais tout ça, ça participe d'une bonne organisation des partis politiques et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir féliciter. Quand c'est bon, il faut vraiment féliciter. Lassina Karamoko, dernière question pour terminer cette partie. Oui. Donc pour vous, vu les militants, le RHDP n'est pas impacté par ce départ du maire de Iré? Pas du tout, parce que les responsables que nous sommes pouvons à tout moment rentrer dans cette base de données, savoir si le militant marche ou pas. Mais nous sommes agréablement surpris. C'est la ruée. C'est la ruée des populations qui autrefois étaient des sympathisants, donc qui ne participaient pas vraiment de façon concrète à l'animation de la vie du parti. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être, parce que pour être militant, l'une des conditions, il faut être membre d'un comité de base. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les populations commencent à s'intéresser aux structures même des bases dans l'organisation du parti. C'est une très bonne chose. Nous tenons le bon bout. Merci à M. De Souza d'apprécier ce que nous faisons. Et je crois que c'est de bon augure, n'est-ce pas, pour une Côte d'Ivoire moderne. Parce que quand les partis politiques se modernisent,
c'est le pays qui va avec. Alors, c'est la fin de cette première partie, je rappelle, qui était consacrée au départ du maire de Iré, qui redépose ses valises au sein du PDCI RDA, le PDCI RDA de Tidiane Thiam. D'ailleurs, nous parlerons maintenant du président du PDCI RDA dans cette seconde partie qui était en tournée la semaine dernière dans la région de la Nawa. Et donc, le président Tidiane Thiam a achevé le samedi 22 juin 2024 sa tournée dans la région de la Nawa par un meeting à la place Charles Donvayi de Tsobré. C'est un bon essai pour Tidiane Thiam. Oui, vous comprenez que depuis que Tidiane Thiam a fait son retour sur la scène politique en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de débats autour de son leadership, de sa capacité à être présent sur le terrain. Et il faut dire que c'était dans une période où on préparait les obsèques de Bédié. Mais ce que moi je retiens surtout, avant d'analyser son discours, c'est vraiment la présence du PDCI, l'organisation du PDCI en tant que parti politique. C'est un parti qu'il faut pouvoir féliciter. Si vous vous souvenez bien, le Congrès s'est organisé dans des difficultés où ça devait se tenir à Abidjan. Après, ça a été reporté en moins de 72 heures. Les mêmes congressistes se sont retrouvés à Yamoussoukro massivement pour élire leur président. Aujourd'hui, nous voyons que dans la Nawa, encore, il y a une mobilisation qu'il faut féliciter. Mais moi, en ce qui me concerne, la mobilisation n'est pas étonnante, que ce soit le RHDP, le PPACI ou le PDCI, c'est des partis tout naturellement, s'ils veulent mobiliser, vont mobiliser. Le PDCI est l'un des partis les mieux organisés sur le territoire, parce que le PDCI est quand même le plus vieux que la Côte d'Ivoire, si nous partons de 1960, et c'est comme l'ANC. Du coup, la mobilisation ne doit pas étonner. C'est surtout le discours, le message qui est donné, qui est vraiment intéressant. Que nous aurons l'occasion d'aborder dans quelques instants. Une question avant la pub, Monsieur Lassina Karamoko. C'est un bon essai pour Tidiane Thiam. Est-ce que vous dites le contraire? Je ne dis pas le contraire, mais bon, en ce qui concerne la mobilisation, on sait comment ça fonctionne. Hein. Et d'ailleurs, le RADP est en train de sortir de ce schéma. Lorsque nous disons, par exemple, qu'on va dans le Béquet, on souhaite, et c'est demandé, c'est pourquoi il y a cette restructuration qui s'est faite, que les populations qui viennent pour assister au grand rassemblement ne soient que des militants sortis du Béquet. Sinon, ça ne sert à rien de mettre 200 cars, 300 cars à disposition pour transporter les militants pour aller sur un site, et puis quand on va sur un autre site, on remet encore des cars pour partir. Le PDCI a bien ciblé Soubré, parce que quoi qu'on dise, c'est une base naturelle. N'oublions pas qu'il y a une forte migration des électeurs naturels, des militants naturels du PDCI vers cette zone forestière où ces populations sont allées pour faire des plantations, etc. Et donc, il y a une forte représentation de l'électorat naturel du PDCI, comme je l'ai dit, là-bas. Mais en plus, il y a eu des cas qui sont venus en masse. On a les éléments d'appréciation de ce que j'ai dit, mais c'était bon quand même dans un environnement qui est le sien, et que le PDCI, n'est-ce pas, se déporte à Soubré pour essayer de faire sa sortie. Mais les mobilisations de foule ne devraient plus impacter les Ivoiriens parce que ça, c'était un fait du passé. Les réalités électorales sont tout autre chose. Alors, le débat continue. Nous allons marquer juste une courte pause pour la réclame publicitaire. On revient juste après. Voilà, nous sommes de retour en plateau. Vous suivez Entre des News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale et internationale du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV. Nous parlons dans la seconde partie de cette émission de la tournée de Tidiane Thiam dans la région de la Nawa. C'était sa première tournée dans cette région. Et question adressée à M. Serge Patrick De Souza. Alors, c'est un signal fort que Tidiane Thiam envoie au RHDP et à tous les partis ivoiriens, partis politiques. Au-delà, parce que c'est un personnage quand même public avec un leadership fort, même au niveau international. Et sorti des sphères financières pour venir dans la politique, c'est normal que pour la première sortie, il faudrait qu'il lance un message fort. Et je pense qu'il y a eu quand même un satisfecit, hein, surtout au niveau de son camp, qui ont quand même apprécié le niveau de mobilisation qui a été fait, parce que c'était aussi un défi. Et donc, effectivement, il a lancé le message fort. D'ailleurs,
si vous remarquez bien, depuis le meeting jusqu'à aujourd'hui, tout le débat ne fait que tourner autour de son meeting. Alors que à peine une semaine avant, c'était le discours, l'adresse du président de la République au Congrès sur l'état de la nation. Et les sujets abordés par Tidjane Thiam au niveau de ce meeting-là a créé vraiment une sorte de débat monstre autour de sa sortie. Et nous voyons, et accompagné de cela, s'il y a un maire encore qui vient déposer ses valises au PDCI, le signal, je pense, il est passé. Alors, ne décrochez pas. Tout à l'heure, nous allons bien sûr aborder le message de Tidjane Thiam à Soubré lors de son meeting de clôture. Monsieur Lansana Karamoko, oui. Le RHDP reçoit un signal fort de la part du principal parti d'opposition. Nous observons. Tidjane Thiam, c'est vrai qu'il sort des hautes sphères des finances internationales, mais ça ne devait pas nous émouvoir. Nous, on a un champion qui est sorti, n'est-ce pas, de là où il n'y a que des dérogations pour lui. Directeur général adjoint du Fonds monétaire international, en charge de la gestion de plusieurs grandes nations que vous savez, qui est aujourd'hui le président de la République, qui est le président de notre parti. Quand on a ces éléments sous la main, est-ce que Tidjane Thiam, s'il arrive, il n'a qu'à faire ses preuves parce qu'Alassane Ouattara a mis du temps. Il a mis du temps pour pouvoir se forger une carapace politique. Tidjane Thiam vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il connaît de la politique? D'ailleurs, on va revenir sur ses propos. Il a fait des dérapages monstres. C'est ce qui suscite, n'est-ce pas, l'attention de tout le monde sur son discours parce qu'il a dit des contes-vérités incroyables. Que vous aurez l'occasion de regarder et d'écouter tout à l'heure. Oui. Alors, Serge Patrick de Souza, le choix de Soubré n'est pas le fruit du hasard. Non, déjà, d'un point de vue historique, il faut savoir qu'il y a eu quand même de grands leaders. À Soubré, il y a eu de grands leaders. Et je pense que dans son parcours, il a salué la mémoire de certains leaders, personnels politiques qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et aussi, le PDCI est ancré dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'était vraiment important. L'autre point qui est aussi important, c'est qu'au niveau de l'agriculture, on a une zone fortement agricole qui produit énormément, notamment le café et le cacao. Et je pense que ce sont ces différentes questions-là, ce sont ces différents points qui ont conduit vraiment le président du PDCI à opter pour cette région comme première sortie. Il faut noter que c'est quand même une tournée nationale qu'il engage. Dans les 14 districts. Dans les 14 districts. Donc, c'est le premier district, c'est le premier choix. Et je pense qu'il a justifié en tenant compte de tous ces points-là. Voilà, donc c'est un peu... Alors, dans les rapports de force, que représente aujourd'hui la NAWA pour le RHDP face au PDCI-RDA qui gagne du terrain? La capitale de NAWA, c'est où? C'est pas Soubré. Mais le maire Soubré, il est du RHDP, à ce que je sache. Aujourd'hui, PDCI-RDA. Le maire de Soubré. Pardon, excusez, Iré. Voilà, je parle de Soubré. Le maire de Soubré, il est RHDP. Depuis déjà au moins 2 mandats. Donc, c'est vrai que le PDCI est présent dans la NAWA. Mais le PDCI n'écrase pas tout dans la NAWA. Pour la petite histoire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de populations de nos parents du centre vers là-bas, mais presque de la moitié se déportent dans leur zone d'origine quand il y a des élections. Et ça, c'est une réalité. Madame Donvaï, elle est maire de chez elle. Elle n'est pas maire PDCI. Elle est maire RHDP, à ce que je sache. Comme je l'ai dit, le maire de Soubré est RHDP. Et quand tu vas un peu plus à profondeur, vous allez voir que le RHDP est véritablement implanté. Mais nous reconnaissons quand même que le PDCI est assez présent. Mais dire qu'ils écrasent tout là-bas, ce n'est pas vrai. Alors, dans la forme... On peut aller même plus loin encore à Guéyo, qui fait partie de la NAWA. Mais le maire de Guéyo est RHDP. Alors, dans la forme, quelle lecture faites-vous du discours de Tidjane Thiam? Bon, il essaie de s'essayer à la politique, mais pour le moment, pour moi, il n'y arrive pas. Il n'est pas rentré par la bonne manière. Parce qu'il a commencé déjà à donner des chiffres, des indicateurs, etc. Alors, je me suis posé la question. Alors donc, on peut partir sur la base des indicateurs pour dire qu'un État se porte bien. Alors, quand lui, ça l'arrange, il donne des chiffres. Quand ça ne les arrange pas, il dit non, les chiffres que le président Ouattara donne, ce n'est pas bon. J'ai remarqué ça. Deuxièmement, il a
parler de la Nawa comme une zone en retard. Si tel est que la Nawa est une zone qui, n'est-ce pas, est fortement colorée du PDCI, mais le PDCI a eu son temps au pouvoir. Pourquoi le PDCI n'a donc pas pris les dispositions pour développer les infrastructures routières, pour que les produits dont fait allusion, les productions dont fait allusion Thiam ne puissent pas sortir convenablement. Ça, on va revenir dessus au niveau des infrastructures. Ce qu'était la Nawa avant l'avènement du RADP au pouvoir et ce qu'est la Nawa aujourd'hui après l'avènement du RADP au pouvoir. On va en parler. Ensuite, il a surfé également sur le fait qu'il soit le petit-fils d'Oufo-Boigny. Ça m'a choqué véritablement. Ça, je vous le dis de façon très nette. Pourquoi? Je suis le petit-fils d'Oufo-Boigny, je voyageais avec mon grand-père, on quittait Yamoussoukro pour Abidjan. Tout n'était pas bitumé, il y avait de la latérite, donc ça veut dire la poussière, comme on le dit chez nous. Et puis il s'arrêtait dans chaque village et il va causer avec les villageois et puis il prend du bandit. Vous imaginez la distance Yamoussoukro-Abidjan en son temps. Parce que maintenant, il y a l'autoroute. Avant l'autoroute, il y a eu le bitumage. Donc, quand on fait le bitumage, ça raccourcit un peu les voies. Mais dans le temps où il n'y avait pas de bitume, ce n'était pas moins de 260 km. Mais 260 km, si il faut t'arrêter dans chaque bois pour prendre un pot de bandits, mais tu vas rentrer à Abidjan tout ivre. Ça, c'était pas déjà bon qu'ils le disent comme ça. Deuxièmement, qui d'Oufo-Boigny et de Thiam nous dit la vérité. Oufo-Boigny en 1978, quand on a découvert le pétrole en Côte d'Ivoire, il a soulevé une coupe de champagne. Il a dit, c'est ma première et ma dernière coupe de champagne. Je suis content parce qu'on a découvert le pétrole. C'était en 1978. Il ne sait pas quel âge Tidiane avait en son temps. Mais nous, on se rappelle qu'à cette date-là, Oufo a dit, je n'ai jamais pris une seule goutte d'alcool. C'est la première et la dernière fois parce que je suis content, je vais faire la fête parce qu'on a découvert le pétrole. Oufo le dit. Et lui, Thiam dit, Oufo s'arrêtait dans chaque village pour prendre du bandit. Le bandit est une boisson alcoolisée. Alors, moi, je ne peux pas mettre en doute les propos du président de la République, le père fondateur de la nation. C'est la vérité. Il ne buvait pas, il l'a toujours dit. Et d'ailleurs, lorsqu'il y avait des cérémonies qu'on regardait à la télévision, parce que nous étions tous captivés en son temps par la télé, il n'a jamais soulevé un verre pour boire une seule goutte d'alcool. Donc, c'est Tidiane Thiam qui dit des mensonges. On ne peut pas venir comme ça sur la place publique. Djedje Madi est assis derrière, Guy Kayu est là. On a un monsieur comme Alphonse Kopli Boni, qui était le président par intérim, qui est un oncle à moi, puisque moi je suis natif de Boisflé. Toutes ces bibliothèques de la politique ivoirienne, de la politique du PDCI, est venu s'arrêter comme ça pour dire que mon grand-père buvait bandit. Or, Oufo-Boigny n'a jamais bu de l'alcool. Alors, nous aurons l'occasion de revenir dans le fond du message de Tidiane Thiam, mais dans la forme, quelle lecture avez-vous fait de ce discours? Monsieur Sidi, vous voyez, c'est un peu le mal. C'est-à-dire que le discours politique en Côte d'Ivoire ont tendance à... C'est le jeu. C'est-à-dire que les politiciens ont tendance à manipuler les expressions, les interprétations en fonction de ce qui les arrange. Sinon, sur la forme, Tidiane Thiam a eu un ton modéré. Modéré parce que généralement, on a tendance à entendre pour les grands leaders, que ce soit Gbagbo ou les grands leaders de l'opposition, ils ont tendance dans leur discours à ramener toujours le débat sur l'époque du coup d'État, ramener le débat sur l'époque de la rébellion. Mais pour cette fois-ci, nous avons entendu un discours qui ne va pas dans ce sens-là. C'est un discours qui va dans un autre sens, où la question centrale qui était posée, c'est quel est le ressenti, c'est-à-dire l'impact de toute la politique qui est menée par le président de la République avec les chiffres qu'il faut prendre en compte dans la grille d'analyse. Quel est l'impact de cette politique-là dans le vécu des Ivoiriens, particulièrement dans le vécu des populations de Soubré? Je pense qu'il faut pouvoir amener les Ivoiriens à un débat constructif qui va dans ce sens-là. Et sur la forme, je me dis que c'est déjà bon. Après, qu'ils disent que le président est parti ou faut avec lui, mais on peut dire comme cela que moi je suis avec M. Sidik, on s'est arrêté pour saluer la population, on a bu une bière. Mais ça ne veut pas dire que vous avez bu la bière. Ça ne veut pas dire que c'est moi. Mais symboliquement,
c'est pour traduire la proximité qu'il y avait, qu'Houphouët entretenait entre lui et ses populations. C'est pour dire, effectivement, la dernière fois que le président de la République arrivait dans la Nawa, c'était quand? C'était un appel qui est lancé par derrière, que le président doit pouvoir saisir. Et je me dis, et c'est là le mal, que les personnes qui interprètent, notamment les militants du RHDP, qui interprètent de cette manière certains appels, conduisent dans l'erreur, si je puis le dire ainsi. Parce qu'effectivement, on ne va pas s'attarder sur est-ce que Houphouët a pris du Bangui ou pas. On demande à ce que le président de la République, dans sa proximité avec les Ivoiriens, parce qu'il a déjà fait plusieurs tournées, visites d'État dans les régions, est-ce qu'il est déjà arrivé dans la Nawa? Est-ce qu'il est déjà arrivé à Soubré? Et quelle est la politique de proximité qui est mise en place qui va permettre aux gens de mieux ressentir cette politique-là dans leur vie? Et lui, Tidiane Thiam, par la visite des districts, il est en train de créer ces conditions de proximité entre lui et les Ivoiriens. D'où, à la fin de son discours, il a parlé de appel de Soubré. Il a dit, moi je souhaiterais ce que j'appelle appel de Soubré, que tous les Ivoiriens s'unissent. Il a conclu par des questions de paix, d'union autour du projet du PDCI. Donc je pense que sur le fond, après, on va décrypter, mais sur la forme, c'est vraiment ces aspects-là que j'ai voulu faire ressortir. Alors, allons dans le fond du discours de Tidiane Thiam. Commentant l'indice de développement humain de la Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam a affirmé que l'espérance de vie des Ivoiriens a baissé d'1 an. Et je cite, la Côte d'Ivoire, notre pays, vient de passer de la 159e place à la 166e place. Ce n'est pas Tidiane Thiam, mais ce sont les chiffres officiels. Nous sommes 166e sur 193, c'est-à-dire que nous sommes dans les 30 derniers du monde. Ce n'est pas une attaque politique, c'est un fait. Votre commentaire, Lassina Karamoko. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, quand il s'agit de donner des chiffres qui puissent les arranger, ils en tiennent compte. Et quand on donne des chiffres, quand le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, donne des chiffres, on dit non, c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'on mange. Mais avant lui, le président a fait un discours, l'état de la nation. Il a dit qu'on était 2e en Afrique, 3e en Afrique francophone, et puis je crois 9e dans l'Afrique dans son entièreté. Mais est-ce que cela n'est pas assez éloquent? Quand il dit qu'on a construit des universités, c'est que avant le PDCI a créé l'université où nous sommes tous passés, pour nous qui avons eu la chance d'être nés en son temps. Et après quoi, il n'y avait plus rien et que le président Alassane Ouattara vient, il crée coup sur coup 3, 4, 5 universités nouvelles. Je n'ai pas dit réhabilitation des bâtiments, mais 5 universités nouvelles. Est-ce que ce n'est pas des indications? Lorsque le taux de couverture en électricité, qui était peut-être de 30%, il y a 20 ans ou 30 ans, est passé aujourd'hui à plus de 90%, est-ce que ça, ce n'est pas une réalité? Est-ce que de 2 ponts qu'on avait, nous sommes passés aujourd'hui à 5 ponts? C'est des indicateurs, hein? Est-ce que tout cela ne sont pas des faits qui devraient militer en notre faveur? Parce que là, on n'a plus besoin de parler de chiffres. Nous allons sur le vécu, ce qui a été fait et que chacun de nous voit, chacun de nous apprécie. Et d'ailleurs, Tidiane Thiam, il doit être parti dans la Nawa, je ne sais pas s'il allait en avion ou bien en voiture, il a dû se rendre compte, n'est-ce pas, du développement routier qui, dans un passé récent, était une calamité dans ces zones pour ceux qui connaissent la zone. Pour nous qui avons pratiqué, on ne pouvait plus emprunter la côtière pour aller, parce que la côtière a été construite dans des conditions vraiment... ça manquait, n'est-ce pas, de technicité ou bien de la précipitation, ou bien c'est le financement qui n'était pas assez conséquent pour construire une bonne route. Mais aujourd'hui, on peut rouler sur la côtière tranquillement. Et voilà pourquoi il est allé, il a pu circuler, il a pu... Bon, c'est des indications pour nous, en tout cas, qui... Nous ne voulons plus nous perdre dans des chiffres. Oui, ça... Il faut maintenant dire aux Ivoiriens, voilà ce que j'ai fait. Mais les chiffres qu'il avance sont réels. Non, mais attends, au même moment, je ne sais plus qui là, il y a un des cadres du RADP qui a fait une analyse et l'espérance de vie est passée à 10 ans. Alors, a augmenté de 10 ans. Lui, il parle d'un recul de 1 an, l'autre parle de 10 ans. Mais pour qui est vrai? Serge Patrick de Souza, oui. Votre commentaire. Je veux préciser que la route Gagnoa-Soubré, c'est carrément une calamité. Moi, je viens de là-bas il y a moins de 3 jours. Oui. La route Soubré-Gagnoa, elle n'est pas praticable. Ce n'est pas le RHDP d'ailleurs qui a fait cette voie-là. C'est pour dire quoi?
c'est pour dire que même lorsqu'on veut parler des réalisations du RHDP, c'est vrai, il y a de grandes réalisations qui ont été faites. Hein. Je pense que Tidjane Thiam lui-même, lorsqu'il tenait les discours, il a dit la Côte d'Ivoire d'avant n'est pas celle d'aujourd'hui parce qu'il y a eu de grands progrès. Il faut le reconnaître. Mais l'administration est une continuité. Ce sont des projets qui existaient et le président, le régime en place, a eu la possibilité de réaliser cela. Mais est-ce qu'on doit s'en contenter et se dire que bon, on est arrivé là, c'est fini, on ne critique plus? Non, il y a quand même des imperfections qu'il faut pouvoir résoudre. Est-ce que le niveau de vie des Ivoiriens s'est dégradé en 25 ans? Vous voyez, en 25 ans, nous avons traversé pratiquement, dans ces 25 ans, nous avons traversé pratiquement 10 ans de rébellion qui ont carrément mis la Côte d'Ivoire, cette période-là a mis la Côte d'Ivoire en retard. Lorsque le président arrive au pouvoir, il arrive avec des promesses, avec des projets. Et c'est sur ces projets-là que nous devons évaluer, juger si oui ou non ces engagements ont été pris. Après, oui, il y a une dégradation, puisque c'est sur les 10 ans dont parle l'analyste au niveau du RHDP, il y a moins 1 an en fait. C'est-à-dire qu'il y avait 10 ans, mais il y a une régression en 2024 de 1 an. Voilà. Mais la qualité de vie des populations, c'est de cela dont on parle. Au niveau des axes routiers, si nous voulons tenir compte du déplacement, quand je prends Abidjan jusqu'à Korogo, à Wongolo, mais c'est pas fait quoi. Ça dit que il y a l'autoroute du Nord, il y a son extension qui continue jusqu'après Boaké, c'est vraiment pas fait. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une partie. C'est vrai que Daloa, quand tu prends d'Abidjan à Daloa, c'est très bon. Quand tu prends la côtière, effectivement, c'est très bien. Mais quand tu sors de ces axes-là, il y a des parties de la Côte d'Ivoire qui ne sont pas encore bitumées, qui ont besoin de routes. En ce qui concerne la qualité de vie, si nous voulons le rapporter à la cherté de la vie, mais les Ivoiriens ne vivent pas comme ils doivent vivre, mais normalement, lorsqu'on parle du PIB, mais aujourd'hui, le PIB est passé, on nous dit que le PIB est stable et il est bien, mais pour l'Ivoirien lambda, mais il sait que pour avoir même 1000 francs, l'Ivoirien moyen, pour avoir 1000 francs par jour, c'est difficile parce qu'il y a l'inflation des produits agricoles. Et je pense qu'au cours du discours du président de la République, le 31 décembre 2023, il a rappelé qu'effectivement, au niveau de l'agriculture, il y a d'énormes financements à apporter. Et à partir de janvier, il a mené une sorte de politique au niveau agricole, notamment le programme de PAU, pour financer le secteur du riz, du maïs, en accompagnant les paysans à ce niveau-là. Donc je vais dire oui, il y a énormément de choses à faire en ce qui concerne la vie des Ivoiriens, parce que nous voyons Abidjan, c'est vrai qu'il y a des ponts, mais il y a des inondations. Il y a des ponts, mais il y a des immeubles qui s'écroulent. Ça veut dire que ce qui est fait comme gros ouvrage est pratique, est visible, mais nous ne regardons pas cela, puisque toute société est appelée à progresser et la politique est faite pour garantir le mieux-être des populations. Et tant qu'on verra, au-delà de ces projets réalisés-là, tant qu'on verra qu'il y a des populations qui en souffrent, je pense qu'il est important d'indiquer ces faits-là et puis appeler les différents dirigeants qui, d'ailleurs, c'est leur rôle dans le contrat qu'ils passent avec les populations qui les choisissent, de garantir ce minimum de vie-là. Lassina Karamoko, le RHDP parle d'une manifestation folklorique. Oui, mais c'est tout comme. C'est une manifestation effectivement folklorique. Mais quelles sont les raisons? Mais les raisons, quand vous allez pour lancer votre projet de campagne, c'est ce qu'il faut, son projet de campagne qu'il lance à partir de Soubré, et que vous transportez les gens de partout, mais qu'ils attendent chez eux. On a vu cela aussi avec des cartes du RHDP. Mais on parle maintenant là du PDCI qui veut innover, qui veut faire une rupture entre ce qui se faisait et ce qui va se faire. C'est de ça qu'on parle, n'est-ce pas? Alors, chacun peut attendre chez lui et puis il va arriver. Mais quand tu transportes des gens de partout et qu'ils ont même des problèmes de couchette, ils ont des problèmes pour se nourrir convenablement, il y a des problèmes sanitaires, parce qu'ils vont partout. Mais attendez, c'est du folklore. On n'a pas besoin de ça actuellement. L'Ivoirien, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon entretien sur la question que l'Ivoirien n'est plus dupe. Nous tous, on sait que la population de la Nawa a triplé. C'est-à-dire que le surplus est venu d'où? D'ailleurs, de Boaké, lui-même l'a d'ailleurs dit.
Il a dit qu'il y a des gens qui sont venus du Boclé, il y a des gens qui sont venus du San Pedro, etc. etc. Est-ce qu'il avait besoin? Ils n'ont qu'à attendre dans leur région. Alors, en parlant des régions, Oui. êtes-vous du même avis que ceux qui affirment, et je cite, cette tournée dans les 14 régions de la Côte d'Ivoire vont sans doute rebattre les cartes et mettre en difficulté le RHDP, tout comme le PPACI? Les cartes sont déjà rebattues puisque finalement Tidjane Thiam vient s'installer maintenant dans le débat politique. Après, il va au fur et à mesure s'adapter pour mieux ajuster ses prises de parole. En ce qui concerne, la mobilisation, c'est le district en fait. C'est le district, ce n'est pas les populations de Soubré, mais ce sont les populations du district. Aujourd'hui, si le président de la République, Alassane Ouattara, décide d'aller rencontrer les populations du district de Korogo et que les leaders politiques de Bouaké veuillent aller le soutenir, mais ils vont se déplacer avec leurs militants. Les militants qui vont se déplacer pour aller là-bas. Et quels sont les flops de cette tournée à Soubré? Non, on ne peut pas à ce niveau parler de flops, d'autant plus que c'est un premier essai. Selon vos analyses, vos observations? Oui, selon mes observations, le premier essai, mais ça a été une réussite. D'ailleurs, l'argument qu'on trouve, ce n'est pas qu'il n'y ait pas eu des gens, c'est qu'il y a eu des gens qui ont été convoyés, mais le convoyage, on le voit partout, tous les partis politiques pratiquent cela. Voilà, le convoyage, c'est cela. Maintenant, comme je dis que c'est ce qui a été annoncé par le PDCI. Un district n'est pas une région. Un district peut associer même 2-3 régions. Donc, ce sont des gens qui se déplacent, peut-être de Gagnoa, de Meyagui, de toutes ces zones-là, pour venir soutenir les candidats, d'autant plus que c'est sa première sortie. Ça va susciter de l'engouement, ça va susciter le déplacement massif des militants du PDCI. Et à ce niveau, c'est à ce niveau qu'il faut pouvoir féliciter ce parti-là. Parce qu'il faut remarquer, le PDCI est un parti qui perd le pouvoir en 1999. Et entre 1999 et 2010, le PDCI n'est pas au pouvoir. Hein. C'est vrai qu'après, le RHDP, la rébellion, il y a eu des gouvernements où certains cadres du PDCI intègrent. Mais le fait qu'ils intègrent, ils ne peuvent pas influencer la mise en place du parti du PDCI. Entre 2011 et 2018, parce que le PDCI sort officiellement du RHDP, il y a eu quand même une sorte de gestion de pouvoir, mais qui était plus influencée par le RDR. Et nous avons vu que quand le PDCI sort du RHDP, il y a eu cette pression du RHDP de sorte à ce que on a vu des hauts cadres du PDCI sortis du PDCI aller s'installer définitivement au RHDP. Mais malgré tout cela, le PDCI est toujours positionné comme le deuxième parti à l'Assemblée nationale, avec au moins 60 élus. Mais question, 15 secondes, pour vous, c'est une tournée réussie? C'est une tournée réussie. Pour un premier essai, c'est à féliciter. Lassana Karamoko, dernière question, tournée réussie ou pas pour Tidjane Thiam à Soubré? Pour moi, je résume tout ça à du folklore. Il a atteint son objectif, c'est-à-dire l'objectif de rassembler une masse devant les... Non, je dis il a atteint son objectif. Mais pour le lecteur politique que nous sommes, pour moi, c'était du folklore. Parce que ce n'est pas le fait de prendre des gens, parce que quand on dit que les gens viennent de San Pedro à côté, mais il y a des gens qui sont partis de Bouaké, il y a des gens qui sont partis de Yamoussoukro. Ces zones-là ne font pas partie du district de la Nawa, à ce que je sache. Alors donc, pour moi, il a atteint ses objectifs, mais pour la lecture politique que nous faisons, il est très loin du compte, parce qu'il s'inquiète. D'ailleurs, il le dit qu'il faut aller s'inscrire. Il faut aller s'inscrire. Il sait de quoi il parle. Voilà qui met fin aux deux sujets du jour dans cette émission de Entre des News. Place maintenant à nos différentes rubriques. C'est maintenant le carton rouge, juste après ceci. Voilà pour tous ceux qui suivent cette émission pour la toute première fois. Dans le carton rouge, nos consultants font à tout drôle un coup de gueule sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Et donc pour ce premier carton rouge, nous allons permettre à Lassina Karamoko face à la caméra. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Pour mon coup de gueule, je vais en venir à un sujet qui focalise l'attention, la cherté de la vie. Vous savez, c'est vrai qu'on nous dit que la vie est chère, effectivement sur le marché, quand on y arrive, c'est la réalité. Mais je crois qu'il y a une sorte de ce qui est pris comme décision au haut niveau, qui est appliqué à une partie des Ivoiriens et qui n'est pas appliqué à une autre partie des Ivoiriens. Le président de la République a pris une décision pour essayer de réajuster les prix de sorte que les populations puissent se sentir à l'aise pour pouvoir avoir accès aux produits de première nécessité.
tels que le riz, l'huile, etc., etc. Quand on va dans les grandes surfaces, les prix donnés par l'État sont appliqués. Je prends l'exemple du sac d'oignons, du sac de pommes de terre, qui, n'est-ce pas, ont des prix connus dans les grandes surfaces. Mais quand vous allez à Abobo, à Anyama, ces prix, il y a environ 20, voire parfois 50% d'augmentation. Donc, il y a un problème de suivi, n'est-ce pas, dans l'application de ces prix. C'est vrai que l'État décide, c'est vrai qu'il y a les contrôleurs, n'est-ce pas, du ministère du Commerce qui doivent veiller à l'application, n'est-ce pas, de ces différents prix décidés par l'État, mais il y a aussi que nous-mêmes, on doit être nos contrôleurs et nous, à travers les associations des consommateurs qui existent, mais qui, en réalité, ne font pas le travail comme il se doit. Ce sont ces associations qui devraient veiller pour que les prix appliqués puissent être appliqués, sinon dénoncés, et de façon permanente. Mais ce n'est pas le cas, les populations en souffrent. Alors, donc moi, je me dis, ces associations de consommateurs qui existent, et on les voit souvent venir parler, si elles ne sont pas, ces associations-là, à la hauteur, mais qu'elles disparaissent pour qu'un nouveau management dans ce secteur, une nouvelle réforme soit faite dans ce secteur pour que ce que le gouvernement décide puisse véritablement être appliqué sur le terrain. Donc moi, je donne un carton rouge à ces associations de consommateurs qui ne font pas le travail parce que quand tu es dans un grand magasin, je ne cite pas de nom pour ne pas faire de la publicité, les prix sont bons et puis quand tu vas à Nyama par exemple ou à Bobo, les prix sont élevés. La banane Poyo, comme on appelle la banane douce, est moins cher dans les grandes surfaces. Or, il se trouve que c'est dans ces quartiers qu'il y a les hommes les plus nantis. Et puis, chez nous, à Anyama, la banane douce est plus chère. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, ceux qui doivent se charger de réguler tout ça, de contrôler tout ça et de parler en notre nom, pour moi, ce sont les organisations de consommateurs qui font qu'aujourd'hui, le gouvernement a le dos large. Tout le monde dit le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement. Or, le gouvernement fait des efforts, mais le relais n'est pas efficace. Le relais n'est pas efficace. Ce relais-là, pour moi, ça doit être l'association des consommateurs qui ne joue pas leur rôle. Je leur donne le carton rouge pour qu'ils disparaissent, pour faire place à d'autres organisations. Merci, Lassina Karamoko. Serge Patrick de Souza, réaction sur ce sujet avant de continuer. Ok. Déjà, moi, effectivement, sur la question de la cherté de la vie, il faut pouvoir appliquer et faire respecter les différentes décisions qui sont prises par le gouvernement. Mais moi, ce que moi je vais dire, et c'est un peu ça, quand l'administration a tendance à se cacher derrière la population comme bouc émissaire, ça pose problème. Il appartient au gouvernement et à l'administration de s'assurer que les prix qui sont fixés par l'État soient respectés. Les associations de consommateurs, ce sont des initiatives de la société civile, ce sont des initiatives citoyennes, ce ne sont pas des initiatives administratives qui sont payées par le contribuable. Non. Donc, si on estime que ce que ces associations font est insuffisant, mais quelle est la responsabilité des différents services publics qui sont chargés du contrôle? Une fois, le ministre du Commerce à l'Assemblée nationale a dit ceci. Lorsqu'on donne des prix, il y a une sorte de libéralisme de concurrence qui fait qu'on donne un prix, mais on demande aux revendeurs dans les boutiques d'afficher les prix pour permettre aux consommateurs de voir le prix qui est ici, là, ça coûte de tel article à tel prix. Est-ce que c'est le même coût ailleurs? C'est à lui de choisir là où il va acheter. Mais quand le discours est donné ainsi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire tout simplement que celui qui vend, il fixe le prix en fonction de la différenciation du coût du transport et des impôts additionnels qui paient tout et tout. Il faudrait qu'il arrive à rattraper ces coûts-là. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement a donné des instructions et puis c'est aux consommateurs ou au public de veiller à ce que ça respecte. Ah oui. Non. Il y a la responsabilité citoyenne, mais il y a encore la responsabilité administrative parce que j'estime que l'administration est payée pour cela. S'ils estiment qu'ils n'ont pas la capacité, mais qu'ils démissionnent, un autre bout va venir s'installer. Alors, nous apprenons démission de l'administration, démission des organisations de consommateurs. Très bientôt, nous allons organiser un débat avec les organisations de consommateurs parce que depuis le début de cette émission, chaque jour dans les cartons rouges, c'est la cherté de la vie qui est abordée par nos différents analystes en plateau. Et donc, il y a lieu de faire débat. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un débat en plateau très prochainement. Serge Patrick de Souza, votre carton rouge. Mon carton rouge, c'est un autre débat, notamment sur le débat politique.
c'est sur le débat politique parce que j'ai été écœuré lorsque je suivais le débat, notamment sur le passage de Tidiane Thiam à Soubré, un cadre du RHDP, essayer de faire le lien entre Tidiane Thiam et ses origines au Sénégal. Ça m'a vraiment écœuré. Je me suis interrogé de savoir, mais quel a été le bilan de la rébellion qui a été conduite par Soro Guillaume? Je pense que à la base, c'est bien parce que le président de la République s'est senti exclu pour ses origines en griffe. Et cette étape a été une étape noire de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne peut pas revenir sur cette question, d'autant plus que c'est déjà réglé. Tidiane Thiam a été ministre dans ce pays. Son grand frère, qui est militant du RHDP, est gouverneur du district de Yamoussoukro. Donc, on ne peut plus revenir sur la question de ses origines. Il faudrait qu'on progresse. Moi, je m'appelle Desouza Serge Patrick. Mon père est d'origine béninoise, ma mère est bété. Aujourd'hui, sur les plateaux de télé, je défends les intérêts des Ivoiriens. Donc demain, quand je vais vouloir me présenter comme candidat, ils vont me rappeler que je suis d'origine béninoise. Non, c'est que la Côte d'Ivoire ne peut pas progresser. On construit un État fort sur une nation qui s'identifie à travers les lignes. Barack Obama, son père n'est pas américain, il était président de la République. Sarkozy, il n'est pas d'origine française, mais il a été président de la République française. Pourquoi est-ce que nous, on ne veut pas progresser dans ce sens-là? Parce que si on veut revenir toujours sur ces mêmes questions d'origine, on va encore reposer la question de... mais pourquoi est-ce que le mandat d'arrêt a été lancé contre le chef de l'État quand le président Bédié arrive au pouvoir? Pourquoi est-ce que on va toujours retourner dans cette calamité et qui a retardé l'avenir d'une génération à laquelle moi j'appartiens. Donc je m'insurge contre tous ces débats qui ont tendance à vouloir retracer l'origine de Tidiane Thiam. Non, Tidiane Thiam, il est ivoirien. Il est ivoirien parce qu'il a été ministre de la Côte d'Ivoire. Il est ivoirien parce qu'il a été élu par des Ivoiriens au sein du PDCI-RDA. Il est ivoirien parce que toutes les instances où il a été, on l'a reconnu en tant qu'Ivoirien. Aujourd'hui, on ne peut pas revenir sur ces questions-là. Moi, je souhaiterais qu'on progresse et que les partis politiques proposent des idées aux Ivoiriens, argument contre argument. Nous, les observateurs, on va essayer d'apprécier la pertinence de chaque argument. C'est vraiment mon coup de gueule de ce matin. On l'a bien entendu, Lansana Karamoko, une réaction rapide sur ce sujet. Oui, je suis renversé, dévasté, surpris par... c'est vrai qu'il défend bien Tidiane Thiam. Moi, je ne sais pas, c'est au cadre du RHDP qui, n'est-ce pas, a tenu un tel discours concernant Thiam. Vous avez 1 minute 30. Mais retenez que le gouverneur du district de Yamoussoukro, c'est Augustin Thiam. Il a été nommé par qui? Par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous, on ne tient pas compte. Ce débat-là est derrière nous. Au RHDP, ce débat est dépassé derrière nous. Je ne sais pas lequel des cadres, en tout cas responsable, bien placé dans le RHDP, qui a tenu de tels propos. Tidiane Thiam est né ici d'une mère qui est, je crois, ivoirienne. Et le petit-fils du Fou-Boigny. Il a fait ses études ici. Nous qui avons eu la chance d'aller à l'école à Boisflé. Yamoussoukro, la proximité, ce sont des élèves qui sont venus faire le secondaire, en tout cas une partie du secondaire avec nous au lycée à Boisflé. Il n'y a pas de différence. Au RHDP, on n'a pas dans ce débat. Ce débat dont fait mention ici mon frère Desouza, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. On n'est plus dans ce schéma. Personne au RHDP, en tout cas responsable, ne peut tenir de tels propos. Ce qu'il dit n'engage nullement le RHDP. Et le RHDP, au contraire, combat ces idées. Nous avons été la victime à un moment donné. Ce n'est pas nous qui allons aller victimiser d'autres personnes sur cette question. Voilà, maintenant place à la dernière rubrique de cette émission, juste après ce jingle. Nous sommes dans le chiffre du jour. Dans cette rubrique, chaque jour, un chiffre est à l'honneur en rapport avec la vie de la nation ou un chiffre d'actualité. Le chiffre du jour, c'est 75 000. Réaction, vous pouvez également réagir en commentaire pour donner le chiffre du jour, chers internautes. Alors, Serge Patrick Desouza, Lansana Karamoko, 75 000, c'est le chiffre du jour. Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, 75 000, est-ce que ce n'est pas le SMIC? Et vous? Oui, le SMIC est passé à 75 000. Effectivement, c'est ça, le chiffre du jour, 75 000. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC est passé de 60 à 75 000 depuis janvier 2023, soit une majoration de 25 %. Quel état de lieu faites-vous aujourd'hui de cette hausse? Mais c'est la preuve que la qualité de vie s'améliore en Côte d'Ivoire. Mais l'état de lieu, est-ce que c'est la réalité sur le terrain? Mais c'est la réalité, ça dépend.
moi, je monte ma petite affaire. Je suis un clandestin, parce qu'il ne faut pas ignorer ces aspects-là. Hein. Et puis, je prends quelqu'un, c'est à lui, il choisit de prendre les 50 000 francs que je lui propose ou qu'il ne prenne pas les 50 000 francs que je lui propose. Maintenant, comme il a si bien dit, s'il y a vraiment un contrôle efficace derrière, on devrait amener tout le monde à, n'est-ce pas, s'aligner sur les dispositions prises par le gouvernement. Mais toujours est-il que la volonté du gouvernement est de faire en sorte que des 60 000, on passe à 75 000 francs pour permettre, n'est-ce pas, aux citoyens lambda d'avoir de quoi manger. Ça, déjà, la volonté du gouvernement, il faut la saluer, cette volonté, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'on passe à 75 000 francs. Maintenant, dans son application, là, il y a une marge qu'il faut, un gap qu'il faut rattraper d'une façon ou d'une autre. Et ça viendra avec le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à appliquer les mesures qui sont prises? Déjà parce que il y a une sorte d'habitude qui est culturelle. Lorsque on est dans le secteur informel, on a tendance à proposer des salaires dérisoires, tout simplement parce que les jeunes Ivoiriens cherchent du travail, ils ne gagnent pas. Même dans des entreprises légales, oui, il y a des employés qui sont payés à moins de 75 000 aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Effectivement, effectivement, tout simplement parce que, je viens de le dire tantôt, c'est que quand on sort du secteur informel et qu'on est dans le secteur formel, il y a une sorte de suivi qui doit se faire. Et il faut noter que le SMIC qui est passé aujourd'hui à 75 000 francs, c'est récent. Donc la mutation entre l'ancien... Plus d'un an. Oui, mais c'est pourquoi je disais maintenant, ça ne se fait pas de manière systématique. Mais en même temps, il faut envoyer les gens à pouvoir respecter cela, eux, à leur niveau, leur faisant des propositions pour alléger peut-être les taxes, les impôts, tout et tout, qui vont permettre que le plus à gagner puisse être réversé au niveau des employés. Il faut noter que 80% des 60% pardon, des jeunes qui travaillent dans les entreprises sont soit en stage, donc eux, c'est des primes de stage, ce n'est pas des gens qui sont embauchés. Et ceux qui sont embauchés, qui représentent les 30%, bon, après, il faut pouvoir revoir. Mais je félicite déjà le chef de l'État. C'est une première en Côte d'Ivoire. Passer à 75 000 francs, il peut faire mieux. Il peut faire mieux, je pense qu'il fera encore mieux. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir saluer. Quand c'est bon, vraiment saluons. 75 000 francs pour le SMIC. Il faut maintenant que les citoyens, donc toutes les organisations dans le secteur du travail, puissent se mobiliser pour mettre pression sur le patronat, de sorte à ce que les entreprises puissent respecter cette nouvelle décision. Dernière question pour vous. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec 75 000 francs, surtout à Abidjan? Il est impossible à Abidjan de vivre même avec 100 000 francs. Parce que le loyer aujourd'hui est devenu carrément un marché noir. Et surtout avec la grande campagne de déguerpissement qui se met là, un seul loyer, on va te demander près de 500 000 francs pour un jeune qui a 75 000 francs le mois, sans compter le transport qui est vraiment exorbitant et la nourriture qui est devenue chère. 75 000 francs, c'est carrément impossible de travailler, de vivre avec 75 000 francs. Mais il y a des gens qui font avec. Il y a des gens qui font avec. Ceux-là, il faut les saluer. Mais on ne peut pas toujours se contenter ils font malgré cela. Il faut pouvoir améliorer. C'est en cela que nous autres, on continue d'indiquer ce qui ne va pas pour permettre au gouvernement de voir tous ces aspects-là. Lansana Karamoko, dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir permettre d'appliquer cette mesure prise par le gouvernement ivoirien et qui est rentrée en vigueur depuis janvier 2023? D'abord, il faut prendre des dispositions particulières, draconiennes pour le suivi. Mais j'avoue que ça va être un peu difficile parce que on ne peut pas faire la police derrière chaque citoyen. Et puis, comme je l'ai dit, je vais prendre chez moi à la maison quelqu'un pour faire le ménage. Et je lui propose 50 000 francs parce que c'est ce que je suis capable de pouvoir lui payer. S'il n'est pas à mesure d'accepter, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va bondir dessus. Sinon, on a dit tout à l'heure, je reviens dessus, 115 000 francs comme SMIC, c'est bon, mais de nos jours, il est difficile de vivre avec 75 000 francs comme revenu. Mais c'est déjà pas mal. Toutefois, vous regardez bien, dans les zones industrielles, les gens qui y travaillent, qu'on considère comme des journaliers, donc qui ont au moins 75 000 francs par mois, c'est eux qui font qui créent les quartiers précaires autour des zones industrielles, de sorte qu'il n'y ait pas le transport à payer. Mais bon, aujourd'hui, voilà, maintenant le déguerpissement, ça devient compliqué. Mais on salue quand même la volonté du chef de l'État. Et puis, le reste, ça va suivre. Ça va suivre parce que chacun de nous dira, le policier
auprès de son voisin, et plus tard ça va venir. Il faut que les mentalités changent et qu'on quitte dans la politique politicienne pour faire en sorte que chacun de nous soit impliqué, n'est-ce pas, dans la vie de la nation et que chacun mette l'intérêt de la nation en avant. Quand on va y arriver là, vous allez voir que chacun de nous va jouer la police auprès de son voisin pour faire avancer les choses. Merci Lassina Karamoko. Merci. Je rappelle que vous êtes cadre du RHDP et ancien président de l'ex-leader. Merci d'avoir été présent ce soir. Merci, merci beaucoup. Nous espérons vous retrouver très prochainement. Oui, il n'y a aucun problème. Dans le cadre de notre émission. Je suis ouvert dès que vous voulez, nous viendrons parce que c'est le devoir qui nous appelle. Merci Serge Patrick de Souza également, vous êtes analyste politique. Nous espérons également vous revoir très prochainement dans cette émission et de manière régulière d'ailleurs. Oui, je l'espère bien et félicitations à cette nouvelle offre de l'émission parce qu'elle permet de diversifier l'espace au niveau des débats politiques et surtout d'apporter la concurrence et j'espère bien. Je pense que l'émission va prendre toute sa place au milieu du débat politique en Côte d'Ivoire. Je voudrais répondre juste un mot, c'est un mot de félicitations. Ce qui m'a frappé ici, c'est la jeunesse du personnel. Donc ça veut dire, on peut avoir des jeunes et puis qui peuvent produire des émissions, qui peuvent produire une émission de qualité. Félicitations à vous. Merci à vous. Félicitations à vous également, chers téléspectateurs de Reflet TV, d'avoir été nombreux à suivre cette émission. N'oubliez pas de liker, vous qui suivez cette émission sur les réseaux sociaux, de laisser également des commentaires afin qu'on puisse vous revenir. Et à toutes les personnes qui aimeraient participer à cette émission, n'hésitez pas à nous laisser un mail sur rédaction@reflet.tv. Je répète, rédaction@reflet.tv, tout en minuscule, sans accent. Et nous allons vous répondre très prochainement afin que vous puissiez participer à cette émission. Je rappelle qu'elle est l'expression de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous souhaiterons avoir un débat ouvert avec toutes les positions, toutes les parties et permettre aux Ivoiriens d'avoir des débats riches et enrichissants également. Merci d'être avec nous. Rendez-vous demain à 20h15 sur les antennes de Reflet TV. Rediffusion à 10h18. Bonsoir.